grille des talonneurs de façon plutôt satisfaisante, je dois avouer. Puisque ce sera vraiment pas mal centré sur le développement du gars. J'aurais pas été contre que certains points aillent un petit peu moins vite, mais au-delà de ça, ça va. Alors il y a pas mal de choses à discuter, à voir dans ce topo. Je vais essayer de m'organiser. On commence donc par ce qui se passe à Lior, où donc Al a retrouvé son père, et où c'est un climat un peu de paix reconstruction. Les gens ne sont plus énervés, n'en veuillent à personne ou quoi que ce soit, ils sont juste calmes du fait que la tempête est passée et on se pose. Ce qui fait que dans un certain sens, ils sont reconnaissants à Al et Ed pour ce qu'ils ont fait en dépit de la catastrophe qui a eu lieu ensuite, parce que maintenant ils sont dans la phase où tout va s'arranger à un certain degré. Même s'ils n'ont pas conscience que ça peut être évidemment la fin de tout le monde dans le pays, quoi. Donc ça, c'est plutôt pas mal dans l'idée. On voit le côté plus calme de Rose qui se rend compte d'à quel point elle est dans la mauvaise direction dans l'épisode 3. Winry qui se pose des questions sur ce qui se passe avec lui. Al surtout qui va se rapprocher un petit peu de Oenheim et qui va vraiment vouloir déjà être avec lui, être un petit peu un fils, quoi, avoir un petit moment père-fils, c'est plutôt touchant. Et le fait que Owenheim est un peu touché par ça, par le fait que son fils lui fasse confiance, en dépit du fait qu'il n'a jamais vraiment été là pour lui. C'est un petit peu touchant, ce qui fait que il en viendra à avouer un petit peu tout ce qu'il a à savoir sur lui. C'est-à-dire que de base c'était un esclave, il a coquiné sans trop le vouloir avec ce premier homonculus, et c'est ça qui l'a rendu immortel, et ce qui a fait qu'il était à la fin, plus ou moins une pierre philosophale, mais tout de même une base humaine. On le précise un petit peu, c'est pour ça que ça m'a fait un peu bizarre la façon dont il l'a dit la première fois, mais voilà, il reste quand même humain à la base, quoi. Ce qui fait que c'est pour ça qu'il y a eu des enfants normalement, et que ces enfants sont pas des espèces de monstres de foire d'une quelconque façon, quoi. Ça c'est bien de l'appuyer. Et donc Al le prend plutôt calmement. J'imagine après tout ce qu'il a vécu, ce genre de choses le fait moins paniquer que d'autres. Et il y a aussi le fait que il avoue qu'il s'est rendu là pour essayer de lutter contre les projets de ce cercle de transmutation en essayant de détruire le grand tunnel qui a été creusé. Et il dit or pourquoi pas, ça aurait pu être une des nombreuses autres villes, mais il t'en dit qu'il connaissait le coin, c'était ça. Et c'est là que son père lui dit ça va pas être si simple, il y a Pride qui protège l'endroit, il est vraiment pas simple à affronter ce con-là. D'autant plus que si les préparatifs sont faits, il y a une date précise, une date promise, c'est ce sur quoi on va se centrer pas mal dans ce double épisode, sur le fait que c'est là que ça doit se jouer. Et cette date promise doit avoir beaucoup de signification, semble-t-il. Et ouais, on en parlera plus tard. Ça, c'est plus ou moins fait. Al et Owenheim sont sur la même longueur d'onde. Ils vont œuvrer un petit peu ensemble maintenant. C'est un peu le double épisode des groupes qui se forment bien. Donc là, il y a un groupe qui s'est fait. D'un autre côté, oui, on va rapidement avoir un passage sur May, histoire de dire que, au bout du compte, Envy est peut-être pas fini. Ce qui, ouais, pas surprenant, j'avoue que ça aurait pu être amené de façon beaucoup moins gnangnan, parce que c'est ultra gnangnan. On a May qui s'apprête à quitter le pays par l'Est, évidemment. Seulement, à la frontière, il voit des gens qui sont super sympas avec elle. Ah, tu pars, attends, on va te faire des provisions, tu peux rester dormir un petit peu. Ah, on s'occupe de toi, on est trop gentils. Et puis, il est mignon, hein, ton petit chat noir et blanc, là. Oh, mais ils sont tellement gentils. Ah, elle ne veut pas laisser tomber des gens comme ça, avec Envy qui rajoute une couche en lui parlant à travers son bocal, et personne n'entend Envy, par contre, elle l'entend. Il n'y a pas une différence de distance énorme, mais il y a qu'elle qui l'entend, bien sûr. Et ouais, Envy lui dit, ah, tu sais que tu pourrais te rendre à Centrale, avoir accès à l'immortalité, et grâce à moi, et tu pourrais peut-être sauver ces gens-là. Et je pense pas qu'elle tombe stupidement dans le panneau qu'Envy lui tend, mais elle veut quand même faire quelque chose, quoi. Elle veut pas rester là sans rien faire. Donc elle se dit, non, je peux pas partir avec ce que ces gens représentent, tout ça, tout ça.
Putain, quoi, c'était super grossièrement amené, quoi. T'as un gnangnan abyssal, je trouve. Il y avait moyen de faire un truc un peu plus subtil et fin que ça, je trouve, pour que elle décide quand même de rester, plutôt que ce truc-là, mais bon, c'est le truc le plus gros à redire dans cet épisode. Tandis que, j'essaye un petit peu de faire le topo sur ce qu'il y a d'important à noter. Ed, on va enfin passer un petit peu de temps sur Ed, qui est un petit peu en convalescence, en fin de convalescence, dans une sorte de clinique privée un petit peu à l'abri des regards. Le petit souci avec ça, c'est que bon, il faut payer assez cher pour ça. Et les deux chimères qui l'accompagnent, qui sont totalement avec lui maintenant, il disait qu'il voulait se barrer, mais maintenant on est trop derrière lui, on le suit, même si on a un petit peu de mal à accepter, ok, voilà, les chimères sont nos amis, il faut les aimer aussi, quoi, une fois de plus. Toutes les chimères qu'ils rencontrent maintenant, c'est des putains d'alliés qui vont aider jusqu'au bout. Ces deux-là sont allés retirer de l'argent pour lui à son nom. Le problème, c'est qu'ils se sont fait repérer à cause de ça et qu'il y a l'armée qui arrive dans cette clinique privée. Et il va y avoir toute une séquence assez longue où ils sont repérés. Ed en assomme quelques-uns, ils se barrent, ils font passer leur voiture pour autre chose, pour pas se faire repérer en fuyant. C'est acceptable. J'ai pas des masses de choses à dire là-dessus. Ça aurait pu être zappé pour ce que ça représente dans l'absolu, mais c'est acceptable, ça passe bien, ça passe bien. Donc ça, puis le fait qu'elle est un petit peu à l'écart de ses proches pour l'instant, et doit œuvrer avec ces deux-là, et il va essayer de retrouver un petit peu son frère, mais on y viendra plus tard ça, et tandis que on va se centrer sur le point central de ce double épisode, c'est-à-dire le développement de Grid, et le fait que ça va un petit peu vite au début, j'aurais pas été con qu'on prenne un petit peu plus de temps là-dessus, mais voilà, ça commence sur la chimère lézard qui, en suivant les soldats, s'est retrouvé, je sais pas trop comment, dans cette espèce d'usine à enveloppe humaine qu'on a montré donc à la fin de l'épisode précédent avec Olivia qui se fait présenter ça, quoi. Et donc lui il est derrière, je dis, oh mon Dieu, c'est trop grave, il faut que je me barre de ça, c'est beaucoup trop difficile à gérer pour moi. Et en se barrant à travers les conduits, il tombe, c'est une chance, sur Grid. Gridling, ça tombe bien quand même, hein, mais bon, hein, les hasards, c'est un truc qui passe bien dans cette série souvent. Hein, celui-là, il est pas trop gros, on en verra un plus gros plus tard. Et il y a donc lui qui le reconnaît pas évidemment, puisque c'est pas le même corps, et qui dit c'était qui toi, pourquoi tu te comportes comme mon maître? Mais très vite, il finit par se rendre compte que c'est vraiment le même caractère trempé du gars qui veut tout. Il se dit, ah c'est vous chef, etc. Et sur le coup, Grid ne le reconnaît pas, évidemment, puisque sa vie passée est un petit peu estompée, mais en se débarrassant de lui, en le tuant, ça provoque un déclic assez fort qui l'amène à avoir des flashs de sa vie antérieure. Et j'aurais pas été contre que ça se fasse un peu plus lentement cette partie-là pour que ça s'imprègne plus, mais c'est quand même suffisamment puissant. C'est un petit peu le problème avec Grid, hein, de base son introduction a duré 2 épisodes alors que ça aurait dû être beaucoup plus long que ça. Et donc il y a ces flashs qui lui viennent en tête, et Link, toujours à l'intérieur de sa tête, il y a un petit peu ce duel d'esprit qui se met en place, qui lui dit que son avarice ne vaut pas tant que ça s'il n'arrive pas à se souvenir de ce qu'il a forgé, en fait, de ce qu'il a pu créer. Et ouais, cette espèce d'amitié qui s'est forgée, parce que bon, on appuie sur le mot-là, et ça finit par lui prendre de plus en plus la tête, ça l'imprègne de plus en plus, de façon à ce qu'il se sente un peu trahi par les homonculus, et que sa vie passée déteigne sur lui, à tel point qu'il se souvient un petit peu du traitement que Bradley lui a fait subir. Mais une fois de plus, par bribes, il ne sait pas exactement ce que ça signifie, il n'a pas tout le contexte, et ça lui provoque une certaine rage qui le pousse à attaquer carrément Bradley directement chez lui, hein, dans sa petite maison avec sa femme et son fils, qui va essayer un tout petit peu de participer au combat parce qu'il se sentira un peu menacé, mais il n'aura pas à le faire, c'est pour ça qu'il gardera sa couverture. C'est cool d'appuyer que, maintenant qu'on sait que Selim est là, Pride, il garde sa couverture un petit moment. On va pas faire en sorte qu'il grille tout devant tout le monde et que maintenant, carte sur table, non, il a maintenu ça pendant un petit moment, il va maintenir ça auprès de sa mère, notamment, pendant un moment encore.
Donc il n'y aura que Vras qui se battra contre lui et qui aura pas tellement l'ascendant, mais il finira par donner un bon combat, de telle sorte que Grid, se sentant un petit peu acculé, finira par se barrer et renier les homonculus une seconde fois. Ça repart. C'est un cycle perpétuel, ça. À chaque fois qu'il est réincarné, il va renier les homonculus. Bon, c'est que la deuxième fois, j'imagine, hein, mais si jamais on le refait fondre et qu'on le met dans un autre corps, il va finir par les renier et partir sur son propre compte. Et c'est un petit peu ce qui se met en place après ça. Ouais, la suite partira d'un autre gros hasard sur le fait que Ed, en recherchant à retrouver son frère, aura pour piste de se rendre à je sais pas exactement où, je me semble que c'est un endroit important du passé, mais je vois plus exactement pourquoi. C'est une massure à moitié déglinguée. C'est peut-être là où ils ont enfermé Gluttony qui les attaquait, peut-être, je sais pas trop. Ou autre chose, je ne suis plus sûr. Bref, cet endroit-là, qui représente un pan important du passé de notre personnage, mais pas ultra spécifiquement, il s'attend à ce que Hal soit là. Ils sont mis d'accord, pas particulièrement dessus, semble-t-il, et non, il n'est pas là, Hal, il n'est pas du tout là, donc... Et le truc avec ça, c'est que, ok, c'est un coup dans l'eau, il faut bien qu'il essaye, mais en se rendant là, en se rendant compte qu'il n'y a personne, et ben, une minute plus tard, il y a Grid qui arrive. Enfin, Ling qui a repris le contrôle de Grid entre-temps, rapidement, puisque rapidement il va reprendre le contrôle, Grid. Et donc, ouais, putain de coïncidence une fois de plus, hein. J'aurais dû faire un compteur, bordel de merde de ça, parce que ça commence à devenir ultra cumulatif, hein. On a dépassé les 2 chiffres largement, là. Le nombre à 2 chiffres est largement dépassé, là. Je trouve ça dingue. Je trouve ça dingue, quoi, le nombre de coïncidences qui arrangent bien votre scénar, quoi. Mais bon, voilà, Ed tombe sur Ling, et qui lui fait part un petit peu de ce qu'il sait, alors qu'il est un petit peu affamé, il est un petit peu affaibli, parce que voilà, il n'a pas trop le contrôle total de son corps, quoi. Et il lui fait juste part, globalement, du principe du jour fatidique, le jour promis, qui est un concept un petit peu important pour le moment où il y aura la grande attaque, le grand cercle de transmutation qui sera fait, et le fait qu'on ouvrira la porte vers la vérité, et que ce jour-là serait l'occasion parfaite pour Ed et son frère pour retrouver leur corps, en particulier Hal, évidemment. Mais ça veut aussi dire que ce serait en plein milieu de la tentative de décimer le pays entier. Donc, il faudra jouer fin. Hein. Bon, il y a pas mal de trucs qui restent à mettre en place, il reste 20 épisodes, donc c'est compréhensible qu'il reste encore des trucs à faire. Donc ouais, ça, c'est intéressant, je sais pas exactement d'où il l'a appris, mais voilà. Et, tandis que, très vite, malheureusement, il n'aura pas le contrôle total. Il aura quelques mots pour Lan Fan et le fait qu'il s'inquiète d'elle, c'est joli ça, mais Grid finira par reprendre le contrôle du corps pour finir par dire qu'il veut créer son empire pour lui-même, et lorsque Ed lui dira « Et si on s'associait pour lutter contre notre ennemi commun ?» il dit « Non. Sauf si tu veux devenir mon serviteur. Mais je ne joue pas en mode chacun est égal, quoi. » Et c'est un petit peu le truc qui va être mis en place avec Ling, qui essaiera une nouvelle fois de le convaincre de faire cette coalition en disant « Ok, soit tu acceptes ça et tu vas aller quelque part, soit tu me laisses prendre le contrôle, tu me laisses devenir roi de Xing, et à ce moment-là, tu auras quelque chose pour toi. » Et c'est là qu'il dit ah, « Tu vois petit, moi je veux pas contrôler un pays, je veux contrôler le monde !» Carrément. De la part de quelqu'un dans son double épisode d'introduction qui voulait juste avoir sa propre équipe et glaner quelques richesses, je trouve quand même que c'est un petit peu fort de café quoi niveau ambition, mais bon, ça l'avarice quoi, c'est son truc. Mais voilà, il n'aura pas trop à réfléchir longtemps sur le dilemme qu'on lui pose entre guillemets, puisque Ed acceptera de devenir son serviteur à un certain degré, en disant ok très bien. Moi et les 2 autres, je leur demande pas leur avis, on va te servir. À un certain degré.
Et très bien, nouvelle équipe. Et donc, ouais, on essaye vraiment d'appuyer le lien de camaraderie très particulier entre Ed et Ling. Hein. Je sens que c'est un truc que l'auteur avait à cœur à ce niveau-là. Donc, cette partie-là, c'est un petit peu fait, c'est un petit peu scellé. On a quelques groupes spécifiques qui se sont formés, tandis qu'il y a l'information du fameux jour promis et qui est envoyée à tout le monde de façon un peu alambiquée, mais plutôt fun, je dois avouer. Donc il y a Hal et Owenheim qui sont allés à la boutique de viande, la boucherie donc d'Izumi, qui est tenue par quelqu'un d'autre, un homme de confiance qui bossait pour elle et son mari, je ne sais pas exactement d'où ça sort ça, mais bon, et qui après coup a appelé Izumi et son mari au nord où ils se trouvent pour leur dire le coup du jour promis. Izumi s'est fait remarquer au nord, donc à Brix, en bataillant contre une petite garnison et en se faisant capturer pour pouvoir parler à Miles et au second d'Olivia, afin de leur envoyer l'information et de la faire passer je sais plus qui, il me semble qu'il y a un autre lien que j'ai zappé, donc il fait passer à quelqu'un d'autre qui l'a fait passer à Grumman. Grumman, le vieux qui connaît Roy, donc qui pourrait facilement lui parler de cette information, mais non, pas tout de suite, parce que il est surveillé, je sais pas exactement comment, c'est un peu bizarre, c'est un peu alambiqué comme je l'ai dit, qui parle à une snipeuse qui s'appelle Rebecca, c'est ça, je sais pas si on l'a déjà vu avant cette Rebecca, c'est une fille qui est en lien avec Hawkeye. Au passage, il y a le petit moment ultra rapide du vieux pervers pour la blague. C'est commun, ça, c'est courant dans les mangas. C'est étonnant de la part d'une mangaka femme de faire ça, mais apparemment, ça devait être dans le manga, ça aussi. Enfin bon, c'était rapide, ça. Et donc... il envoie Rebecca aller voir Hawkeye de façon un petit peu girly, copine-fille, seulement elle lui fait passer un autre message qu'elle fera passer à Havok, et il se trouve qu'au moment où elle parle à Havok, il y a Roy qui est là mais caché, qui n'est pas surveillé lorsqu'il parle à Havok, c'est un peu bizarre, le truc, une fois de plus il doit vraiment chercher la petite bête, hein. Il y a Roy qui veut pas directement parler à Hawkeye, parce qu'il sait qu'ils sont tous les deux surveillés. Et donc, il veut pas que ça se sache. Mais le truc, s'il est surveillé, il devrait y avoir quand même des gens qui savent qu'il est en train de voir Havok tout de suite. Et si Hawkeye est surveillé au même moment, ces gens savent également que Hawkeye est en train de voir Havok au même moment. Donc, dans la logique de ceux qui surveillent et qui renverrait ces informations à quelqu'un, soit... les informations se recoupent pas et donc ils font pas le lien, ok, je veux bien comprendre, soit ils font directement le lien et donc c'est râpé à ce niveau-là, vous savez que vous voyez un certain degré. Et donc on va partir du premier cas, ça sert absolument à rien et que vous parliez pas. Vous devriez directement vous parler. Je ne pige pas. Et puis voilà, Grumman, il était en contact avec Roy, donc pourquoi il lui envoie pas directement l'information? Ce genre de truc. C'est alambiqué, c'est fun, c'est pas grave, et puis ça fait passer l'information à plus ou moins tout le monde, donc ça me dérange pas, mais c'est juste, en termes de logique, vous vous compliquez la tâche à un certain degré, je trouve, de façon un petit peu inutile. Mais bon, Roy finit par être au courant que le fameux jour promis, le jour de la grande opération, c'est peu de temps après le jour de l'an. Un truc comme ça, après, il parle de printemps, après jour de l'an, je sais pas exactement, parce que le printemps c'est pas exactement lors du jour de l'an, mais je sais pas exactement comment fonctionne leur calendrier dans ce monde particulier, est-ce que ça fonctionne autour du calendrier chinois ou autre chose? C'est pas grave ça, c'est pas grave, ils ont une date précise, tout le monde a une date précise, l'information est faite passer à peu près tout le monde, voilou. Et j'ai failli oublier rapidement, du côté d'Olivia, nous avons donc une confrontation avec son frère et j'avoue que c'est pas l'année de la façon la plus fine qui soit, mais c'est histoire de dire qu'ils s'inquiètent pour leur famille et veulent faire en sorte qu'ils aillent ailleurs le temps que ça se tasse. Sait-on jamais, si ça se passe mal, au moins ils seront en vie. Et ouais, c'est traité un petit peu à la légère. Elle vient voir son père
le père Armstrong en disant qu'elle voudrait prendre les rênes de la famille, mais c'est Alex qui devrait le faire, donc celui qu'on a suivi au tout début, qui est traité un petit peu comme une blague, un peu comme une merde, je vous cache pas, en disant non mais je veux prendre sa place, très bien, faites un duel. Alex se fait laminer, mais totalement, Olivia le lamine comme une merde, et tandis qu'ils en profitent pour se barrer en disant on va faire un petit voyage à Xing en attendant, avec quelques-uns d'entre eux, et puis voilà. Et donc, ouais, il se fait laminer, Armstrong, il comprend après coup, donc il prenait ça au sérieux à un certain degré, quoi. Qu'en fait, elle a fait ça pour les protéger, et voilà, elle a pris le contrôle du manoir, elle veut pas qu'il se trouve là pour le protéger ou parce qu'elle ne le supporte pas. Au bout d'un moment, c'est pas impossible que ce soit qu'elle ait du mal à supporter un certain degré, en fait. Parce que je pensais que l'épisode précédent, enfin, il y a 2 épisodes de ça, selon comment on le voit, leur dispute, c'était du flanc pour donner une fausse impression, mais si ça se trouve, ouais, ils se supportent pas. En tout cas, Olivia supporte pas son frère. Pour une raison qui m'échappe. C'est un truc que je trouve un petit peu grossier, mais bon. Ouais, enfin voilà, il y a ça de fait. Je pense avoir plus ou moins fait le tour. Beaucoup de choses qui se mettent en place, mais voilà. Roy a l'information de la date fatidique. Tous les persos importants sont au parfum. Et certains groupes se forment. Vraiment, là, on entame un petit peu la confrontation, l'organisation pour gérer le gros problème. Avec ça, à tous les recoins du pays. C'est très intéressant. Tandis que, ouais, je sais pas exactement ce qu'on va faire de May, par exemple. J'espère que vous gérerez ça pas trop grossièrement. En dehors de ça, ouais, tout ce qui était centré autour de Grid était vraiment sympathique à voir, psychologiquement parlant, autour des 2 personnages de Grid et de Ling. J'ai bien apprécié. Ça allait bien, ça, en dehors de 2 grosses coïncidences qui ont bien aidé la chose. Mais au-delà de ça, ça allait, c'était bien, c'était bien. Bon double épisode. À bientôt pour l'épisode 46, voire plus. Bye!